chaque société, aussi loin que porte le regard, s'est défendue contre tout ce qui n'est pas son idéologie régnante. Écoutez, quand je pense par exemple à Voltaire, moi que j'ai adoré puisque je suis de formation 18e, j'ai enseigné à l'université à Fribourg, les Lumières, c'était mon... Quand vous pensez à des affaires comme les affaires du Chevalier de la Barre ou les affaires Calas, où pour mettre des gens, pour discréditer des personnes, on inventait des actes de sacrilège, ou on les avait entendus jurer contre le Christ, ou n'importe quoi, et n'importe qui pouvait, au fond, discréditer, faire de la délation envers n'importe qui. C'est-à-dire, c'était la situation inverse. Hein. Il suffisait que quelqu'un vienne dire « Mon Dieu, celui-là a dit c'est calfeutré chez lui le vendredi saint, et qu'est-ce qu'il a fait chez lui ?» probablement une messe noire ou n'importe quoi, et il était pendu ou dans un tel discrédit que sa vie était ruinée. Mais c'est une considération qui est très passionnante quand on la retourne à l'envers. C'est-à-dire qu'une société, un ancien régime moribond, essaie de maintenir de toutes les possibilités qui sont les siennes, un système de pensée très rigoureux, très moralisant, où vraiment il ne s'agit pas de déroger à la loi. Et finalement, toute société est une sorte de parodie de la même chose. Nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes dans une croyance éperdue de ce que nous appelons la science, sans voir que dans ce siècle, malheureusement, science et crime ont été associés. Je ne vous parle pas d'autre chose que de Hiroshima ou de voir que tout ce qui est de l'ordre de la rationalité la plus ardue est absolument formidable, il n'y a aucun danger. Tout ce qui est de l'ordre de la chimie ou de la pharmacie, et tout à fait, je peux m'empiffrer autant d'amphétamines que je veux, et autant, personne n'y verra l'ombre d'un reproche à me faire. Mais si je me mets à ouvrir subitement des livres qui ne sont pas les livres qui sont habituels, qui circulent habituellement, mais que c'est un peu fumeux, mystico-fumeuse. Hein. Vous voyez, quand on a des vieux mots de l'humanité qui après sont discrédités, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que toute société vit dans ce que Deepak Chopra appelle magnifiquement une hypnose socialement programmée. On est là-dedans, comme chaque société a été là-dedans. Et cette hypnose socialement programmée est de cet ordre, tout ce qui n'est pas de l'ordre du profit, de l'ordre du mesurable, de l'ordre du... n'est pas politiquement correct. Hein? De quoi vous mêlez? J'étais aujourd'hui, moi je me régale quand je suis à Paris, quand je dois venir faire des interviews, des stages et mille choses. Je suis plongée dans la vie, alors qu'autrement j'habite un peu en retrait de la vie citadine, puisque je suis à la campagne. Et subitement, j'entends en permanence se déverser sur moi une espèce de sirop sucré. En permanence, il y a une voix qui essaie de me persuader. Partout, il y a des radios branchées. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous vivez en ville. Je vous assure, dans n'importe quel café où vous venez prendre un café, on vous raconte. Est-ce que vous aimez votre maman? Ou un peu comme je vous fais une parodie. C'est bientôt la fête des mères, il faut absolument lui acheter ceci, lui acheter cela. Imaginez que j'interrompe ce flot sirupeux, que j'achète un morceau d'information et que je dise, moi, chers amis, n'achetez surtout rien à vos mères, mais allez vers elles, prenez-les dans les bras et dites-leur quels qu'aient été les malentendus entre nous, et la vie en est riche de malentendus, de frictions, de difficultés entre les générations. Mais je viens aujourd'hui te dire une chose que peut-être je t'ai jamais dit aussi clairement, je te remercie pour ma vie. Mais surtout, n'achetez rien, je vous en supplie, n'achetez rien. Il ne s'agit pas d'acheter des choses. Imaginez, je pense que je serai poursuivie en justice pour usage non acceptable de la publicité. Mais tout ça, pourquoi ne pouvons-nous pas rire? C'est terrifiant, hein? Il y a quelque chose de terrifiant. Mais il nous faut garder cette espèce d'humour devant les choses. Toute société est cette hypnose socialement programmée.
Le problème, c'est d'y vivre respectueusement, d'y vivre, de trouver une manière de servir ce monde et de ne surtout pas se confondre entièrement avec cette réalité sociale. C'est ça. Évidemment, tout est mis en place pour que cette confusion soit totale, hein, pour qu'il n'y ait pas un cheveu de moi qui ne dépasse de la représentation du citoyen contemporain, hein, dans tout ça. Bon. Mais moi, j'ai cette liberté. J'ai cette liberté d'évoluer dans cette société, de la servir, d'être proche de ma propre vérité et d'en rayonner dans cette société. C'est-à-dire, je ne méprise ni cette forme, une forme parmi toutes les formes de fermeture de l'esprit, qui est toute société, et de l'autre côté, moi, j'ouvre mon esprit et j'y vis comme je peux, en mentionnant aux autres, et ne confondez pas ce que vous êtes en train de vivre avec l'entière vie. Hein? Vous sentez, enfin, le problème n'est pas d'évoluer dans une société, dans sa forme de fermeture, mais d'en avoir conscience. Et ça suffit? Non. Je vais la fissurer en ayant conscience, vous comprenez? Ce qui n'est pas dans mon tempérament, de moins en moins qu'il a été dans ma jeunesse, bien sûr, c'est de brandir des bannières. Parce que je me suis aperçue, vous savez, que plus on est dans une attaque, plus on est dans une agression, plus on reflète la grimace de l'adversaire et qu'on finit par devenir lui-même. Pour un Che Guevara qui a la chance de mourir avant d'avoir le pouvoir, combien de Fidel Castro qui vont patauger dans leur marécage? Vous comprenez? C'est-à-dire, si j'entre vraiment dans cette confrontation brutale, je vais ressembler à mon adversaire. Comment trouver des formes qui vont me permettre de garder cette qualité que je défends devant le monde? C'est tout. Ça, c'est quand même une interrogation incroyable. Et sans lâcheté. Hein, je dis pas non, faisons comme si on n'avait pas vu, loin de là. Mais trouvons des manières de porter haut cette mémoire de qui nous sommes, de ce noyau d'immortalité qui nous habite et qui fait la dignité de l'homme, et de ne pas permettre, dans les lieux où je me déplace sur cette terre, que cela soit oublié. Et chacun au lieu où il est, si bien que se crée ce fameux réseau incroyable où d'une conscience à l'autre, la contagion passe, la contamination, mais la contamination de lumière. Hein. Et ça, c'est une représentation que j'ai très forte et que j'ai vécue toute ma vie. Et je me suis vraiment, je vous assure que je suis étonnée du pouvoir qu'a cette révolution douce, hein, que je sais pas comment l'appeler, une espèce de non-renoncement, de non-renonciation aux grandes intuitions qu'on a eues sur cette terre. Au contraire, on les laisse grandir en soi toute une vie. Et puis on en témoigne, mais sans aller en guerre. Moi, je vais vous dire, je vois un hommage indirect rendu aux religieux, à cette dimension religieuse de l'homme. C'est-à-dire, s'il faut mobiliser tant de force pour le discréditer, il faut qu'il ait du pouvoir à l'intérieur de l'être. Hein. Il est évident que l'homme est irrémédiablement religieux, dans le fond de son être, puisque, comment voulez-vous qu'il ne le soit pas, il est à l'intérieur de lui, et ce noyau d'immortalité qui est là, qui est indestructible, et qu'on peut recouvrir de gravats, et qu'on peut rendre inconscient, mais à 100%. Mais il est là. Et c'est évident que c'est une puissance de liberté qui est colossale. Mais l'homme ne veut pas la liberté. Moi, je reviens toujours à ce chapitre hallucinant dans les frères Karamazov. Vous savez, le passage de l'inquisiteur, hein, où finalement il s'avère que la seule chose que les hommes ne veulent pas, hein, sans ce dialogue avec l'inquisiteur et le Christ, mais qu'est-ce que tu viens nous apporter? La liberté. Mais tu vois pas qu'ils n'en veulent pas.
Et tu es revenu maintenant, mettre tout en désordre. Nous, on a créé une belle église bien structurée, où on les tient bien. Et toi, tu arrives encore. Tu viens encore créer du désordre. Et c'est dans la liberté de l'amour, dans la liberté du phénomène de la reliance, de la reliance avec plus haut que nous, il y a une liberté démesurée. Et pour moi, c'est ça la dimension religieuse dans l'existence humaine. C'est un tel facteur de liberté qu'au cœur des pires prisons, au cœur des pires propagandes, des pires processus de déshumanisation, l'être reste intact. Celui qui a retrouvé ce noyau d'immortalité en lui est inattaquable, impossible à détruire. Et c'est ça, et c'est ce qui fait peur à n'importe quel gouvernement, à n'importe quelle forme de gouvernement, c'est que voulez-vous faire avec des êtres d'une pareille liberté? C'est comme si c'était une fissure par laquelle va s'écouler toute l'eau de la citerne. On essaie de bien réunir, que tout se passe bien, puis la poche. Voilà cette ouverture de liberté. J'ai plaisir à parler de ce qui m'habite. Et cela résonne dans d'autres cœurs. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple. Tout est phénomène de résonance. Et c'est pour ça que toute guerre contre la spiritualité n'a aucune chance. Et c'est ce qui m'attendrit presque quand je les vois se débattre comme des diables pour empêcher les gens de rejoindre une réflexion de spiritualité. Moi, ça me fait sourire, je m'excuse, mais j'ai pas... dans un certain sens, ça me terrorise pas du tout. Il y a une férocité d'une certaine part de la population qui se refuse à tolérer qu'il puisse y avoir une autre forme d'existence. C'est-à-dire que le fondamentalisme, il est au moins autant dans l'anti-religieux que dans le religieux. Il y a comme dans l'idéologie régnante une sorte de férocité latente de ne pas être mis le nez dans le pipi comme un chiot qui dit mais non, ça peut être autrement aussi la vie. Non, ça ils veulent pas, surtout pas, parce que ça représenterait un danger qui met tout leur système en danger. C'est cette espèce de... Mais il y aura un moment dans l'existence, il faut les attendre au détour d'une mort, d'une maladie. La vie se charge de fissurer les idéologies les plus bétonnées. Le travail que vous faites, je trouve ça formidable, parce que c'est tellement important de ne pas faire comme si on ne voyait pas qu'il y a une chasse aux sorcières qui se fait, qui est d'une maladresse risible. Moi, je la trouve tellement dérisoire que je me dis mais c'est pas possible, tout le monde n'éclate pas de rire quand ces des commandos de gendarmes arrivent dans un lieu où des gens s'interrogent sur la vie ou se permettent de parler de questions de profondeur. C'est tellement burlesque. Il y a certainement des histoires dont vous avez parlé qui sont de l'ordre du criminel, mais celles-là sont l'affaire de la justice, c'est bien évident. Mais c'est 1% et 99%, vous avez des personnes qui s'assemblent pour toucher ensemble, pour faire écho en eux de cette profondeur. Et ça, je trouve c'est tellement important. Vous savez, il y a un pasteur au moment du fascisme qui a dit une phrase qui est restée célèbre. Il a dit, oui, quand les nazis sont venus arrêter les juifs, on se dit, bon, ma foi, bon, un peu détourner les yeux. Puis les communistes, ils exagèrent, ils sont un peu extrêmes dans leurs convictions. Puis on ne va pas tellement leur faire du mal, on va les mettre pour un moment quelque part. Et puis maintenant, puis ça a été les catholiques, puis ça a été les protestants, tous ceux qui levaient la voix. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait. Et maintenant, qui va être là pour dire halte? D'où l'importance, si j'évoque quelque chose comme ça, de commencer évidemment le plus tôt possible, de dire mais attention, il y a des démences, c'est tellement grotesque. De tirer avec des obus contre des moineaux qui picoraient joyeusement, c'est monstrueux. Bon, mais ça a l'air d'être... Moi je pense que c'est
une sorte de flambée de fièvre. Mais moi, je ne la vois pas dans le reste de l'Europe. Ou alors, est-ce que je me trompe? Moi, je suis je vis en Autriche. Je fais beaucoup de stages et de conférences en Allemagne. J'ai jamais entendu raconter des histoires semblables. Moi, je pense que les Français se sont fait les chantres du rationalisme, etc. Et peut-être que ça leur est monté à la tête de façon maladive. Vous savez, il y a toujours une poussée maladive de n'importe quelle qualité. Moi, la raison, c'est formidable. Ne me faites pas rejeter la raison, moi qui ai tant adoré les philosophes des Lumières. Mais il me semble qu'elle a une telle folie, ou alors une manière de détourner l'attention des véritables problèmes. Vous savez bien, c'est toujours un phénomène qui est connu et qui est pratiqué très souvent. Je peux que dire merci qu'il y ait des personnes qui s'engagent dans cette vigilance et qui soutiennent les personnes qui sont subitement dans une situation d'être poursuivies pour leur rien, et que ceux-là gardent au fond d'eux-mêmes cette conviction qu'ils sont portés par tous les autres, qu'ils ne sont pas seuls. C'est quelque chose d'incroyablement capital. Alors vraiment, moi je salue beaucoup cette activité. Et j'espère de tout cœur que cette flambée de fièvre maladive va redescendre. C'est une sorte d'acmé, mais qui retombe. Ça me paraît tellement insensé que je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire à une continuité. Le phénomène le plus bouleversant qui accompagne une ouverture de l'âme, c'est vraiment... c'est ce phénomène des vases communicants, de sentir à quel point chacun incarne une autre qualité, une autre manière d'être dans cette recherche, dans ce travail. Il y en a même qui sont un peu farfelus, un peu très primaires, très infantiles, très juvéniles, très brassés d'illusions. On traverse ça. Ce sont les phénomènes de l'enfance. Hein, il y a aussi une maturation dans notre voix intérieure, dans cette interrogation intérieure. Moi, quand je pense à ce qui m'accompagnait il y a 30 ans, ça me fait sourire aujourd'hui, la manière dont je l'aurais exprimé, quoi, n'est-ce pas? Mais pas de raison pour cela de le combattre comme quelque chose de nocif. Hein. Nous cherchons... C'est un appel de l'être qui se faufile où il peut et qui trouvera son chemin. Mais je ne sais que dire. Moi, pour ma part, je sais très bien que quand je lis ce dossier que vous m'avez fait parvenir, je suis atterrée. Hein. Et dans une reconnaissance énorme qu'il soit possible de s'informer là-dessus et de voir qu'il y a vraiment des mesures dans l'inquiétude des pouvoirs publics. Des mesures et folie, quoi, une sorte d'exagération folle et qui laisse penser qu'on aime bien détourner l'attention d'autres malversations. J'ai été vraiment mise en garde. Moi, j'ai très souvent, par exemple, le phénomène le passage de la ménopause, qui est un passage extraordinaire, la transformation de cette fécondité du corps à la fécondité de l'esprit. Hein. Il y a quelque chose qui se passe qui est prodigieux dans le mûrissement de l'homme, dans tout le phénomène de vieillissement, par exemple. On n'a pas besoin de toute cette machinerie de choses et de produits à avaler, si on est conscient que quelque chose d'immense et de beau se passe en vous. Et moi j'ai traversé ça, mais j'ai jamais pris l'ombre mais ça ne veut pas dire que je veux influencer toutes les femmes en leur disant ne prenez pas de produits quelque peu. Il y a sûrement des manières douces d'accompagner, c'est très possible. Mais moi je suis beaucoup trop curieuse et passionnée de ce qui se passe en moi. Je viens de lire
un extraordinaire livre sur le poète Joé Bousquet, il y a une biographie qui vient de paraître, d'Édith de l'Aéronnière, qui est magnifique, Une vie à corps perdu. Et lui dit à la fin de sa vie, je veux mourir les yeux ouverts, quoi. Surtout ne pas entrer dans la mort les yeux bandés. Hein. Il met toute cette énergie dans... Et il y a en moi ce même feu de me dire, ce qu'il y a à vivre, je veux le traverser. Hein. C'est pas c'est pas une manière d'être cru, d'être dur envers soi-même, pas du tout. Je vous assure, c'est tellement passionné à traverser tout ce qui se met en place dans un corps humain, dans une âme humaine, dans une destinée, puisque ma vie est le microcosme de toute vie humaine. C'est incroyable. Moi, je suis passionnée d'observer ce qui se passe en moi dans le phénomène de maturation, de vieillissement. Donc l'idée de prendre des hormones, des choses de ce genre, c'était... Et très souvent, je l'ai dit en conférence, il m'est vraiment plusieurs fois arrivé de me faire interpeller par des médecins, une fois par un journaliste qui m'a dit c'est très dangereux ce que je dis. Bon, ben, je continue, vous voyez bien ce que je fais. Mais je n'essaie de persuader personne. Je dis simplement, il y a cela, hein, et puis il y a une autre possibilité. Je relisais récemment l'Heptaméron de Boccace, le Décaméron de Boccace, et après aussi l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, pour d'autres raisons. Et je trouve ça tellement extraordinaire, surtout dans le Décaméron. Vous avez des personnages qui vont quitter Florence, qui est envahie par la peste, et qui vont se retirer à l'abri pour aller parler de petits... Et ils vont se raconter pendant des jours et des histoires grivoises. Parce que c'est difficile à faire au milieu d'une société encore surveillée. De nos jours, ce qu'on appelle des stages ou des petits groupes de spiritualité, il faut un peu la même chose. Ils sortent de la ville, mais pas pour aller se raconter des histoires grivoises, parce que ça c'est autorisé dans la cité, et pour parler de Dieu. Alors moi je trouve que c'est un retournement tellement drôle. Je voudrais presque écrire un Décaméron d'aujourd'hui, d'un groupe d'êtres qui quittent la surveillance policière de la cité pour aller s'enfermer quelque part dans la campagne, dans un lieu bien retiré, et se parler de leurs expériences, de leur toucher de l'être, de leurs expériences de profondeur. Ce serait beau, hein? Ça me vient. Voyez, vous me donnez l'idée d'un livre extraordinaire. Je suis au cœur du paradoxe, c'est-à-dire que je suis profondément désespérée de voir de quelle manière mécaniste est vécue la vie, hein, et combien nos enfants dans les écoles sont massacrés par de l'idéologie, hein, que des revendications, que des droits qu'on leur serine et donc ils n'auront jamais satisfaction, et aucune notion de devoir, aucune notion de se mettre au service de cette vie, de voir ce que tu as reçu sur cette terre, hein, c'est tellement... Il n'y a aucune éducation de l'être. Éducation dans le sens étymologique, educere et conduire dehors, agrandir la vision du monde. Il n'y a aucun agrandissement de l'être qui est proposé à l'intérieur de l'école. Vous comprenez, nous apprenions encore l'anglais avec les sonnets de Shakespeare, hein. Quelqu'un qui a lu Shakespeare connaît l'intensité des choses. Mais quelqu'un qui apprend l'anglais, comme je le vois dans les manuels d'aujourd'hui, vous allez acheter au supermarché avec Mrs. Brown et Mr. Brown, et comment s'appellent les produits dans les... Non, écoutez-moi. Vous comprenez que c'est amputer les êtres de leur... C'est rogner les ailes des enfants que de faire des éducations qui ne mettent pas en contact avec la plus haute qualité de l'humanité. Il n'y a que le meilleur qui soit assez bon pour les enfants. Il n'y a que la grande littérature, l'art le plus consommé, le plus délicat qui soit à la mesure de nos enfants. Enseigner ce que l'humanité a produit, a sécrété de plus haut, de plus grand. Ça, c'est la nourriture pour nos enfants. Et que fait-on? Vous voyez, c'est ça. Et ça, moi, je suis désemparée. Vraiment, souvent, je suis totalement désespérée. Mais en même temps, je suis dans un espoir fou au cœur du désespoir. Vous voyez? C'est comme ça. Rien n'est perdu. Hein? Il est probable que ce qui est probable va avoir lieu, mais il n'est pas improbable que ce qui n'était pas probable ait lieu. C'est ça l'intelligence du vivant, la folie des choses. En chacun de nous peut être cette force
qui fait monter une autre dimension de l'être. Et nous sommes tous appelés, chacun au lieu où nous sommes, puisque chacun de nous porte en lui l'histoire entière de l'humanité. Fracturer cette représentation que nous sommes isolés les uns des autres. Je parle, moi, avec la langue de l'humanité, je pense avec le cerveau de l'humanité. Ce corps que j'ai, c'est le corps de l'humanité après 1,5 million d'années d'évolution. Rien de cela qui ne nous appartienne. Et tout ce que je fais vivre, tout ce que je parviens à faire fleurir, je le fais pour tous les miens, pour tous les autres, et avec tous les autres. De rouvrir notre vision du monde serait quelque chose de tellement primordial, et c'est déchirant qu'il y ait vraiment une sorte de conspiration contre l'esprit. C'est déjà Bernanos qui disait notre société est la plus énorme conspiration contre l'esprit qui ait jamais eu lieu. C'est comme si tout était mécanisé jusqu'au bout. La spiritualité, beaucoup le déplorent, beaucoup en ont peur, quitte les institutions, déborde des institutions religieuses, et va irriguer des canaux qui étaient laissés secs, qui étaient laissés vides. Et ça en effraie beaucoup. Moi, ça ne m'effraie pas, parce que j'ai tellement... Exactement le contraire. Cela met l'homme dans chacun de nous dans sa responsabilité totale. C'est-à-dire, nous sommes le maillon entre la terre et le ciel. Chacun de nous est ce témoin. Et nous ne nous laissons... Ça c'est de nouveau un aspect extraordinairement positif de notre époque, et que notre époque nous permet de vivre. Comme tout est indifférent à tout le monde, comme chacun est indifférent à tout le monde, il y a quand même un réseau de liberté incroyable. On peut expérimenter la spiritualité. Et expérimenter la spiritualité, c'est la vivre par exemple dans son corps. Moi j'ai eu une démarche très passionnante. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec la respiration et le corps dans ma vie. Et de m'apercevoir que cela dans quoi j'habite était un instrument tellement incroyable, tellement prodigieux, que l'imaginaire ne donne pas. Je suis dans un miracle dans ce corps, dans cet être, dans cette respiration. Et cela, bien entendu, anime la conscience que j'ai qu'une existence est sacrée, que toute existence est sacrée. Eh bien, cela, j'aurais tendance à dire, ne crois que ce que tu expérimentes. Expérimente en toi, en prenant le temps de rentrer en relation avec ton être, en créant des espaces de silence, où il ne se passe rien, où je ne vais pas ni aller écouter quelqu'un d'autre, ni aller voir, mais être dans ce silence de l'être, m'asseoir dans mon jardin, sentir la terre sous mes pieds, entendre un oiseau qui chante, le vent qui me caresse, sentir l'épaisseur de l'être. Vous savez que ce à quoi on assiste, c'est la disparition de la réalité. Je crois, comme en disait Baudrillard, c'est la disparition de la réalité qui est le phénomène de notre monde contemporain. Nous entrons dans un monde de virtualité totale où rien ne nourrit puisque tout est de l'ordre de l'artifice. Alors simplement, cette expérience de chacun, qui est à la mesure de chacun, de refaire l'expérience en soi. Et puis une fois qu'on a senti ça, qu'on a marché dans la nuit, par exemple, toute une nuit, traversé la nuit, promenez-vous dans une forêt la nuit, pour retoucher cela qui respire autour de nous. Et toutes ces manières de retoucher en soi et par cette extraordinaire antenne du corps, ce caractère subtil, sacré de l'existence. Et c'est une manière de remettre le sel dans la mer. Ça se répand dans tous les êtres, cette sensation. Vous expérimentez que cette vie n'est pas de l'ordre, il ne s'agit pas d'être un bon citoyen bien carré, bien que j'ai tous les devoirs de citoyen et que je les respecte et que je les honore, mais je ne suis pas que ça. Ne tentez pas de clore mon identité à cette réalité-là. Et donc, il y a une possibilité dans le monde contemporain immense de liberté, d'expérimentation de la vie, du sacré, de la rencontre avec d'autres, où on partage ce vécu, ces extraordinaires rendez-vous avec l'être dans une vie, dans la vie quotidienne,
On pourrait maintenant se raconter ce qui s'est passé cette semaine qui nous a touchés les uns les autres. C'est merveilleux, c'est ça, pour moi c'est ça la religio, la reliance à la profondeur, à ce qui est au-delà. Il existe un autre monde, mais il est dans celui-là, disait Éluard. Et cette vérification, vous pouvez la faire à tout instant. Et c'est cette invitation-là qui est probablement inquiétante pour les institutions, c'est que cette expérience de l'être, chacun est en mesure de la faire pour lui-même aussi, et puis après de rejoindre cette expérience. Mais personne ne pas confier nos expériences de l'être à une institution. Je ne délègue mes pouvoirs à personne. Ni dans l'ordre du politique, ni dans l'ordre du religieux. J'expérimente, et puis je rejoins les frères humains dans d'autres réseaux, dans d'autres... Formidables. Mais cette expérience, j'ai à la faire moi-même. Elle ne me met plus à la merci d'un maître à penser extérieur à moi. Il me reflète quelque chose s'il est de qualité. Mais cette expérience, je l'ai à faire moi-même. Donc elle met à l'abri de tous les abus de pouvoir, quels qu'ils soient.